Tu t'es déjà demandé ce que ça fait de tout quitter pour aller étudier à l'étranger ? Et comment on trouve ses repères dans un nouveau pays, un nouveau système éducatif, tout en construisant sa vie loin de chez soi ? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Mais avant de plonger dans le sujet, jingle ! Bonjour et bienvenue dans Saouti PDA, le podcast où la diaspora africaine se raconte, se questionne et se célèbre entre expériences vécues et analyses d'experts. Et pour ce tout premier épisode, on s'intéresse au vécu des étudiants africains en France. Leurs débuts, leurs défis, leurs réussites et tout ce qu'ils découvrent au passage. Dans cet épisode, on va parler d'adaptation, de choc culturel, d'opportunités, mais aussi de ce que cette expérience change profondément dans la manière de se voir et de se projeter. Et pour en parler, on a la chance d'accueillir 2 étudiants qui vont partager leur parcours, leurs réflexions et quelques conseils bien utiles. Tiffany, Faudel, bonsoir, on vous laisse vous présenter. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. Donc moi c'est Tiffany, j'ai 23 ans, je suis originaire de Madagascar et je suis étudiante à l'université Paris-Dauphine en master management et organisation, future spécialisation management dans les pays du Sud. Waouh, très précis, très intéressant. Et toi Faudel ? Du coup, moi, je m'appelle Vassel Faudel, je suis camerounais, j'ai 23 ans et récemment diplômé d'un Master 2 MIAGE informatique pour la finance à l'Université Paris-Dauphine et actuellement, je suis en recherche d'emploi. Ok, merci beaucoup Faudel, merci beaucoup Tiffany pour vos présentations. Alors, pour commencer, on va mettre les pieds dans l'art. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir étudier en France ? Alors moi c'était un peu une suite logique parce que depuis j'ai fait toute ma scolarité en fait dans une école française. Donc j'ai fait maternelle française, collège, lycée français, etc. Et aussi parce que j'ai une nationalité française, parce que je suis métisse. Donc c'était une suite logique en fait. Après le bac je savais, j'ai toujours su que j'allais venir en France en quelque sorte. Ok. Et toi Faudel ? Moi, moi c'est totalement différent parce que j'ai fait, à l'inverse de Tiffany, j'ai fait le public au Cameroun, la maternelle au public, le collège et le lycée au public. Et ce qui m'a motivé à vouloir continuer mes études en France, c'est mon grand frère, parce qu'il était déjà en France. Ok. Il est venu continuer ses études et étant une source d'inspiration pour moi, je me suis dit que je voulais suivre ses traces et c'est ce qui m'a motivé à vouloir venir en France. Ok, du coup tu voulais rejoindre ton grand frère et en même temps t'en as profité pour faire des études, quoi. Exactement, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Mais, Tiffany, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. Donc tu évoques du coup la suite de tes études en France comme une continuité. Et donc on aimerait bien savoir pourquoi Dauphine en particulier. Alors pourquoi Dauphine ? Je vais vous dire, en terminale, je ne connaissais pas du tout Dauphine. J'ai mis Dauphine au hasard parce que quelqu'un m'a dit juste avant de fermer les inscriptions, il fallait que j'en rajoute une. J'ai mis Dauphine comme ça sans savoir ce que c'était. Et j'ai commencé en France par une autre formation. Donc, j'étais en double licence droit et économie à la Sorbonne en première année. Et j'ai pas vraiment aimé la formation. Et quand j'ai vu que je me plaisais pas dans celle-ci, je m'étais renseignée sur mes anciens vœux, sur ce que je voulais faire peut-être, voir, je sais pas, trouver un autre truc qui pourrait me plaire. Et je suis tombée sur mon vœu de Dauphine où j'avais été bien positionnée sur la liste d'attente. Et je me suis dit pourquoi pas tenter pour l'année prochaine. Donc je me suis réorientée à Dauphine en L1. D'accord. Et toi, Faudel, c'est pour suivre ton grand frère que t'as voulu aller à Dauphine ? Non, contrairement à mon grand frère, lui, par contre, il a fait Saclay au lieu de Dauphine. Moi, à mon arrivée en France, j'ai intégré une prépa intégrée à Limoges qui s'appelle 3e l'ingénieur. C'était une école qui n'était pas très bien classée et mon grand frère avait pour ambition que j'intègre l'une des meilleures universités en France. Et lorsque je suis arrivé, il me disait de beaucoup travailler pour pouvoir avoir les meilleures notes, intégrer les meilleures universités, les meilleures écoles d'ingénieurs. Et du coup, durant ma licence, ma première année de prépa, j'ai parcouru les meilleures universités françaises, les meilleures écoles d'ingénieurs. Je suis tombé sur Saclay, Dauphine. J'ai regardé les formations et je me suis rendu compte que Dauphine proposait un master qui m'intéressait déjà en L1 et pourtant je ne savais pas ce que je voulais réellement faire. Le master que j'ai fait jusqu'à obtenir mon diplôme et du coup, je me suis donné pour objectif d'avoir les notes qu'il fallait pour intégrer déjà la licence MIAGE pour pouvoir arriver au master informatique pour la finance.
Et en L2, j'ai postulé pour intégrer Dauphine en L2. J'ai pas eu l'admission. Ah. Ah, malgré le dossier, mais j'ai retenté en troisième année et j'ai rejoint Dauphine en licence 3. Ok. Donc là, j'aimerais savoir c'est qui vous a le plus surpris en arrivant en France. Voilà. Moi, j'étais déjà venue en vacances en France quand j'étais petite. Je crois que j'étais venue 2 fois. Donc, Mhm. en vrai, c'était pas comme si je débarquais dans un environnement que je connaissais pas du tout. Ouais. Donc, je l'avais déjà fait, mais en vacances et pendant l'été. Mhm. Et donc, ça m'avait. Enfin, moi, j'idéalisais beaucoup la vie en France avant de venir. Je me disais, ça va être super bien. Je vais aller en France. Il y aura plein de trucs à faire. C'est une ouverture sur le monde, etc. Et en fait, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est le changement d'environnement. En fait, ça ressemblait vraiment pas du tout à la vie que je connaissais. Oui. Et même le temps, enfin les changements d'hiver. Mine de rien, moi, ça m'a fait beaucoup d'effet l'hiver. Hein. Mhm. M'habituer aux hivers, même jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais les débuts, c'était dur. Hein. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais j'entends même des gens qui disent j'ai perdu mes cheveux à cause du froid en Mais France oui. et tout. Non, c'est vrai. Non, mais c'était quelque chose. Je pense le temps, moi, ça m'avait vraiment marqué. Après, je sais pas, oui, c'est le même climat de Cameroun et Mada. Ouais, c'est pareil, je dirais. Donc, pareil, pour moi, le premier choc, c'était le climat. Parce que lorsque je suis arrivé à Charles de Gaulle, bon, déjà en quittant le Cameroun, j'étais à 32 degrés. J'arrive à Charles de Gaulle le lendemain à 6 heures. Il faisait, si je ne me trompe pas, 7 degrés, 8 degrés. Ouf. Ah oui, quand Grosse même. différence. J'étais arrivée Vous en voyez un hiver. peu le choc, ouais. Et moi, j'étais arrivée en été, Non, je pensais moi, encore. c'était en automne, en début montagne. automne. Et c'était déjà catastrophique l'année où je suis arrivé, en plus l'année du Covid. Donc, Moi aussi. c'était horrible. Donc, C'était horrible. je dirais que c'est la première chose qui m'a choqué lorsque je suis arrivé. Ok, c'était vraiment le climat, quoi. Ouais. D'accord. Et niveau études, qu'est-ce qui vous a le plus déstabilisé ou marqué dans le système éducatif français en comparaison au système éducatif camerounais ou malgache? Encore une fois, moi, je pense que la question, je pourrais pas trop y répondre parce Ouais. que j'ai toujours connu que le système éducatif français. Ok. Donc, je Et, laisse Farel répondre à la question. et même en termes de programme, c'était C'était la exactement même chose. Ok. En fait, on faisait tout exactement pareil. Depuis, toute ma scolarité, c'était la même chose. Du coup, T'as pas un bon souvenir du système éducatif? système éducatif camerounais, je dirais, on nous apprend tout, même ce qui ne va pas nous aider. Contrairement au système français où je pense qu'on est un peu plus centré sur ton domaine d'études. Donc, lorsque je suis déjà arrivé en France, je suis arrivé durant l'année du Covid, si je ne me trompe pas. C'était déjà le choc de faire déjà des cours à la maison. Et pourtant, je n'ai jamais connu ça au Cameroun. Ayant déjà fait une première année d'université au Cameroun après l'obtention de mon baccalauréat, il y a le choc du Covid, le confinement, on fait les cours à la maison. Il y a aussi le choc au niveau de l'ambiance dans la salle. Nous, on était dans des amphithéâtres c'était des amphis de 500 places, mais on était à 1000. Donc, il fallait se lever très tôt, très, très tôt pour espérer avoir une place, pour ne pas être debout. Donc, je dirais déjà, ça m'a choqué parce que je suis arrivé, on était à 50 dans la salle ici en France. Oui. Donc, ça va, c'était bien. Mais au niveau des examens, des évaluations, j'ai remarqué qu'en France, il y avait des autorisations, des documents lors des examens. Au Cameroun, il n'y a pas ça. Moi, j'étais choqué. Pour moi, je considérais ça comme la tricherie. Du coup, je disais, à chaque fois, je m'offusquais et je disais, je ne peux pas utiliser de documents parce que c'est la tricherie. Et mes amis ils disaient, si c'est autorisé, c'est pas la tricherie. Et jusqu'aujourd'hui, ça me choque toujours, mais on s'adapte, on essaye de s'adapter. Et donc, si on doit un peu s'éloigner du côté scolaire, vie universitaire, comment vous décririez le côté social, l'intégration au niveau des relations que vous avez pu vous faire? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été compliqué? Alors, moi, je pensais que ça allait être super difficile. Déjà, en venant, je me suis dit, je vais pas me faire d'amis, etc. Je sais que je vais pas me faire d'amis. Je sais pas. Je suis partie en me disant, je vais pas me faire d'amis. C'est pas la même chose, ça sera jamais la même chose. Et en fait, j'ai été agréablement surprise, je pense, par la suite. Après, comme Faudel, moi, je suis arrivée en 2020. Donc, pendant la crise du Covid, c'était pas facile de se faire des amis à ce moment-là. Oui, C'était assez bas. Moi aussi, j'étais à distance. Mais j'ai eu la chance, je pense, dès le début, d'avoir cette envie d'aller en associatif.
Donc même à la Sorbonne, je suis directement intégrée à une association. Et même si on était tous à distance, j'ai quand même réussi à tisser des liens avec des gens. Et arriver à Dauphine après, l'année d'après, c'était encore mieux. Enfin, je veux dire, à Dauphine, c'était tellement simple de se faire des amis. Je sais pas si vous aussi, ça vous est arrivé au final. Pareil, ouais. Voilà, Franchement, c'était... Dauphine, c'est propice. Comme c'est propice, c'est des petites classes, tu peux facilement t'entendre avec des gens. Et il y a une solidarité. L'associatif, moi, à travers Paris Dauphine Afrique notamment, j'ai fait plein d'amis. Donc moi, j'ai trouvé ça assez facile et donc j'étais agréablement surprise par tout ça. Ok. Moi, à l'inverse, je pensais à mon arrivée que ça devait être hyper facile pour moi de me faire des amis. Et c'était un peu le contraire parce que je suis assez timide dans les débuts. Donc, lorsque j'arrive dans un environnement où je ne connais pas les gens, je suis un peu réservé. Donc, la première année, c'était compliqué avec le Covid, mais j'ai eu la chance d'avoir mes compatriotes camerounais. Donc, en présence des Camerounais, je suis un peu plus à l'aise. Et donc, en première année, c'était simple. Mais lorsque j'ai déménagé pour aller à l'université de Lille, en deuxième année, c'était un autre monde. J'ai fait la moitié de l'année, je n'avais pas de camarades. Et c'est en cours d'année où je me suis fait des amis burundais avec qui je suis actuellement. Et arrivé à Dauphine, contrairement aux autres universités, j'ai découvert la vie associative. Chose que je ne connaissais pas avant. J'ai découvert PDA. Lorsque je suis arrivé, j'ai été interpellé dans le couloir par Aurélia, si je ne me trompe pas. Et elle m'a parlé elle m'a parlé de l'asso. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Je me suis inscrit, mais je n'ai pas du tout participé la première année. J'étais un peu dans mon coin réservé. Mais je pense que l'association m'a permis de plus m'ouvrir en Master 1 et de découvrir de nouvelles personnes, de très bonnes personnes. Et même aussi, je me suis fait de très bons amis à Dauphine. Je dirais Dauphine, c'est l'endroit, c'est l'université où on peut vraiment s'ouvrir et faire de très belles rencontres. C'est vrai, c'est vraiment une bonne université pour se faire des amis et réseauter. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, quand tu disais qu'il y avait une période où pendant 6 mois, t'avais pas d'amis, t'avais pas, bon, je suppose qu'en entourage, t'avais ton frère. Comment est-ce que tu te sentais? J'avais la famille, mais moi, j'ai jamais vécu avec ma famille durant tous mes études en France. Ma première année, j'étais à Limoges. Mon frère, il était à Paris. La deuxième année, à Lille, il était à Paris. La troisième année, quand je suis venu à Paris, il est allé au Canada. Donc, en étant à Lille, pour tenir le coup réellement, j'étais beaucoup en contact avec mes amis au Cameroun, déjà, premièrement. Et au niveau de l'université, j'avais des camarades, mais ce n'étaient pas des amis, c'était plus orienté scolaire et cordial. Et hormis le cadre scolaire, je n'avais aucun rapport social avec eux. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'était compliqué les 6 premiers mois. Mais après, j'ai appris à m'ouvrir, sortir de ma timidité. Ok, trop bien. Et en termes de code, parce qu'on sait que quand on arrive dans une société, peu importe le type de société, il y a des codes. Et est-ce qu'il y a des codes français ou parisiens que vous avez mis du temps à capter en fait? Vous vous avez dit, bon, ça, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut faire ça comme ça. Chez moi, on fait pas ça comme ça, par exemple. Moi, je pense que ça va paraître un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est la notion du temps. Ok. Alors, en soi, tout ce qui est école scolaire, je comprends. Il faut être à l'heure, etc. Moi, j'étais éduquée dans ça aussi. Mais dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression que c'était tout le temps courir après le temps. Et je pense que ça m'avait épuisée au début parce que j'arrivais pas à être dans ce rythme-là, en fait. Genre dans le métro, ce truc de métro, boulot, dodo, même si ça fait cliché, mais c'est ce qui se passe en vrai quand tu es dans la vie parisienne. Et relativiser sur le temps. Des fois, voilà. Je sais pas comment mieux exprimer ça, mais vraiment, je trouvais que les gens étaient dépassés par le temps à chaque fois. Ils voulaient tout le temps courir et j'étais en mode, mais détendez-vous, c'est pas grave. Et du coup, c'est vraiment un facteur qui te stressait et qui rendait l'expérience moins agréable? Oui, je pense. Un peu. Quand même. Je pense que dans la vie, ici, tu te rends compte que le temps, c'est un peu l'argent. Et que le temps de chacun est précieux. C'est plus difficile de voir des gens. Moi, je parle de même ma vie maintenant en master et tout. C'est compliqué de se voir parce qu'il faut qu'on regarde nos emplois du temps pour se voir, etc. C'est quelque chose, ça n'existe pas du tout, moi, dans mon pays. Ça. Aujourd'hui, je passe chez toi, je t'appelle. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de on prévoit tel jour de se voir. C'est vraiment au jour le jour. On est en retard à des rendez-vous, c'est normal. Entre amis. Pas les professionnels, mais entre amis, pour moi, si rendez-vous à 16h, tout le monde sait que ce ne sera pas 16h. Mais ici, c'est vrai qu'en étant amis avec des gens qui sont français, etc.,
Bah, au début, voilà, fallait s'habituer. Maintenant, c'est peut-être eux qui se sont habitués à moi. Et savoir que je vais avoir 30 minutes peut-être pour arriver et tout. Mhm. Mais je me souviens que ça m'avait marqué. Et ça me marque toujours, hein. Euh, je dirais tout pareil. Tout pareil. Déjà, moi, en plus du temps, je dirais il y a aussi le bon voisinage, comme on dit chez nous. Ok. Ça, c'est un point Mm. en Afrique. Je vais généraliser, mais peut-être c'est qu'au Cameroun. Comme Tiffany l'a dit, par exemple, pour se voir avec des amis, on n'a pas besoin de prévoir des choses. Et au Cameroun, je vais aller plus loin. Au Cameroun, on dit l'enfant d'une maison, c'est l'enfant du quartier. Oui, oui. C'est-à-dire, donc, si le voisin il se rend compte que ton enfant il fait quelque chose de mauvais, il est un peu comme ton parent et il peut agir comme ton parent en te réprimandant, par exemple, ou en faisant un rapport à tes parents. Lorsque je suis arrivé en France, déjà, j'ai fait presque un an, je ne connaissais pas mes voisins de Paris. J'étais en résidence rousse et j'ai fait un an, je ne savais pas qui était mon voisin d'à côté, Ok. ni mon voisin d'en face. J'ai jamais compris ce système, mais pourtant au Cameroun, ça, c'est impossible à voir. Tu peux avoir besoin d'un petit truc, tu vas chez ton voisin pour demander. Ici, j'ai pas retrouvé ça, donc ça m'a un peu choqué. Mhm. Les relations de mon voisinage, j'ai pas retrouvé ça ici en France. Et je dirais aussi, côté parisien, c'est plus les transports. Oui. Parce qu'ayant commencé dans une petite ville où il y avait que des bus, il y a des RER, il y a métro, c'était un peu catastrophique pour moi. Je me perdais à Châtelet à chaque fois. Ouais. Et Ah oui, c'est Châtelet, ça, c'est un ouais. labyrinthe. Ah oui, Donc, Châtelet. Moi, je faisais c'est ce tout qui pour m'a un pas peu passer choqué. par Châtelet. J'avais tellement peur d'aller à Châtelet. C'est angoissant, Mais- rien que la quantité de personnes qui se trouvent là-bas, quoi. Mais même la première fois qu'il faut prendre le métro, enfin, moi j'avais hyper peur, hein, de prendre le métro. Ah toute seule, ouais la première fois. Mais oui, je me souviens. Je me souviendrai toujours. C'était la 14 pourtant. Mais Ouais, la 14, ça passe, mais ça dépend où tu prends la 14. Si tu dois chercher la 14 à Châtelet, Ouais, c'est chaud, quoi. Châtelet, c'est non, un c'est autre. ça. Non, je suis d'accord avec toi. Bah, en fait, tu penses que bah, tu arrives vraiment dans une société qui est plus individualiste de ce que nous, on a Mm. pu connaître. Enfin, moi aussi, enfin, même si au Exact. Cameroun, c'est la même chose, à Madagascar, c'est la même chose aussi. Et donc, il y a beaucoup de collectivisme. Je sais pas si ça se dit. Si. Vivre ensemble. je Du dirais. vivre ensemble, ouais. Exactement. Puis de parler aux gens Ouais. Le partage. comme ça, sans forcément que tu connaisses la personne, tu peux lui Ouais. parler. Enfin, c'est pas bizarre en fait. Oui, ouais, c'est vrai. Bah, moi, perso, dans mon pays d'origine aussi, le Sénégal, c'est pareil. Et même des fois, je remarque que quand je croise des Sénégalais qui vraiment viennent du Sénégal depuis pas longtemps en France, bah, en fait, ils te parlent comme ça sans problème, tu vois. Ils te reconnaissent comme une compatriote et puis ils vont te parler sans aucun problème. Mais du coup, vous expliquiez que vous sentiez plus d'individualisme, pardon. Est-ce que vous avez déjà essayé de parler à quelqu'un comme si de rien n'était, comme si, par exemple, toi, tu étais à Mada ou toi, tu étais au Cameroun et tu t'es pris un stop? Genre, la personne, elle n'était pas réceptive du tout. Ou est-ce que c'est vraiment une atmosphère que vous avez sentie, vous avez dit, bah là, je suis pas à l'aise pour parler à tout le monde comme ça? Non, en vrai, moi, j'ai jamais essayé de parler. Après, j'ai déjà demandé mon chemin. Enfin, je me suis jamais retenue de demander mon chemin quand j'étais perdue, etc. Mais je pense que c'est une question de mentalité parce qu'à partir du moment où moi je me suis mis dans une position où je vais être ouverte aux gens et je vais toujours sourire aux gens et leur parler poliment, j'ai jamais eu de mauvaise expérience. Après, Ok. peut-être que j'y ai pas fait attention parce que j'y prête pas attention justement. Mais au contraire, enfin, les gens ils me demandent les chemins, je leur montre le chemin. Des fois, ça m'arrive de faire des sourires dans le métro parce qu'il s'est passé un truc drôle et puis on va rigoler. Et donc, j'ai essayé de pas être dans cette mentalité et de pas rentrer dedans parce que je trouve que ça me correspond pas, c'est pas ce dans quoi j'ai grandi. Ouais. Et peut-être que le fait de moi ne pas être dans ça, bah ça apporte en fait un peu ça aussi dans mon quotidien. Enfin, je sais pas comment, si j'ai bien La loi de expliqué. l'attraction. La loi de l'attraction, Ouais, tout on ça. voit ce ouais. que tu veux dire. Du coup, moi, de mon côté, c'est l'inverse, du coup. Faut dire que c'est pas facile. Hein. Ouais. Ma vie en France n'a pas été toujours facile. je dirais. Oh. Non, en vrai, en arrivant, j'avais un peu ma mentalité du Cameroun de saluer tout le monde, de dire bonjour. Mm. Je suis arrivé à Paris. Mhm. Du coup, à Paris, les Parisiens sont réputés pour cela. Je disais bonjour à tout le monde et j'avais pas de réponse. Et je m'étais juré de ne plus jamais dire bonjour aux gens. Ah ouais. Ouais, parce que dire bonjour et ne pas avoir de réponse en retour, pour moi, c'était un peu. Je considérais ça comme le mépris.
c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup. Du coup, c'est la raison pour laquelle je m'étais dit je vais plus saluer les gens pour rien. Mais lorsque quelqu'un m'interpelle pour demander le chemin, je réponds bien évidemment. Mais moi, pour me renseigner auprès des gens, c'est compliqué parce que je ne veux pas du coup me prendre un vent. Ok. Du coup, j'essaye de me débrouiller et je dirais que c'est pas l'atmosphère, mais plutôt mon vécu qui me fait Ok. ce que j'ai eu à dire au départ. D'accord. D'accord. Donc, Faudel, tu disais plutôt que à ton arrivée, tu gardais énormément le lien avec tes amis. J'aimerais savoir déjà par quel canaux, en fait, tu conservais ce lien et j'aimerais aussi savoir si toi, Tiffany, t'arrivais à faire de même. Bah, moi, pareil, c'était la question par rapport aux liens qu'on entretient et tout. Avec les amis ou la famille aussi? Les amis et la famille, mais du coup, pour toi, à Madagascar. Moi, j'étais tout le temps au téléphone avec mes parents. Ok. Faut savoir que... Alors, j'étais pas du tout au téléphone avant de partir. Avec mes parents, j'avais dit à ma mère avant de partir, m'appelle pas trop. Vraiment, à l'aéroport, j'ai dit, maman, m'appelle pas trop. Non, ça va aller. Et au final, c'est moi, je l'appelle tous les jours. Mais vraiment, dès que je peux, j'appelle mes parents. Mais pour avoir déjà vécu, moi, quand je vivais à Madagascar, j'ai vécu dans le nord et après, je suis partie faire mon lycée dans le centre. Donc, j'étais en internat 3 ans. Ok. Donc, ça fait vraiment longtemps que j'ai quitté chez mes parents. Mm. Mais quand j'étais en internat, j'étais dans une ville à 1200 km de chez moi. Je voyais mes parents toutes les 7 semaines. Mais pourtant, en fait, je ressentais pas ça. Genre, je les appelais 2-3 fois en 7 semaines et ça me suffisait. Je les appelais même pas en vidéo, quoi. Franchement, pour moi, c'était pas, il y avait pas trop de distance parce qu'on était dans le même pays. Ouais. Mais à partir du moment où je suis arrivée en France, il y a eu ce truc où je me suis dit, là, je suis loin. Et donc, j'ai besoin de savoir que eux, ils vont bien et de savoir que moi, je vais bien, de raconter un peu ce qui se passe. Donc, en fait, mes parents pensent que je les harcèle, peut-être. Franchement, ils me disent, c'est bon, ils sont tranquilles. Moi, je fais, oui, bah, du coup, ça va. Et pareil, avec mes amis, en vrai, on a les réseaux sociaux maintenant. C'est facile de garder contact. Ouais. Et moi, je suis très attachée à mon pays, donc je suis tout le temps en train de regarder des nouvelles de mon pays. Ouais. Des fois, je mets des musiques un peu pour me rappeler. Et en vrai, j'ai beaucoup d'amis malgaches maintenant sur Paris. Ok. Donc, je les vois souvent. On se retrouve et on fait à manger. Et on parle de trucs, de Mada, etc. Et ça te fait vraiment du bien, du coup. Ouais, vraiment. En vrai, j'ai ressenti ce besoin, genre, de voir quand même des fois des malgaches. Oui. Et même si je fais un parallèle, moi qui suis partie en échange, je pense que c'est ce qui m'a le plus manqué en échange. Ok. Quand je suis partie en échange en Amérique latine, en fait, même s'il y avait plein de Français, en fait, j'étais la seule qui n'avait pas quelqu'un de vraiment son pays avec soi. Ouais. Parce que, certes, je traînais avec des Français, il y avait un peu ce truc, oui, aussi, je faisais mes études en France et je suis française, etc. Mais tout le long, en fait, j'étais ce truc, mais j'ai besoin d'être avec un malgache au bout d'un moment, être avec un de mes amis, parce que là, je sens que j'ai le mal du pays. Du coup, moi, lorsque je suis arrivé en France, j'avais 18 ans. J'étais pas du tout préparé. Bah, je croyais que j'étais préparé. Je me disais, la liberté, l'indépendance. Plus personne va me dire à quelle heure entrer. Je ne dois plus de compte à personne. Et au final, je me retrouve en train de moi-même faire un compte rendu de tout ce que je fais à mes parents. Lorsque j'ai une note, j'envoie le relevé à mes parents. À chaque fois, j'essayais d'être en contact, de chercher toujours un moyen pour être en contact avec mes parents. Et donc, déjà, le canal le plus fréquent pour nous, c'est WhatsApp. Lorsque je suis arrivé, j'ai remarqué qu'en France, les gens utilisaient tout sauf WhatsApp. Snapchat, Instagram, moi, j'avais pas. Je ne savais même pas quoi servait Snapchat. Donc, moi, j'étais que sur WhatsApp. J'étais en contact. Je suis toujours en contact avec mes amis par WhatsApp. J'appelais beaucoup mes amis du lycée et de l'université. J'appelle toujours beaucoup mes parents pour donner des nouvelles, pour prendre des nouvelles. Même pour rien, j'appelle mes parents, surtout dans mes débuts. C'était très compliqué, comme j'ai dit, à l'âge de 18 ans, lorsqu'on n'est pas préparé à ça et surtout lorsqu'on est confiné d'un pays où on croyait connaître, mais pas assez. Donc, en vrai, j'appelais beaucoup mes parents pour garder le lien. Et aussi, au niveau culturel, j'écoute beaucoup la musique camerounaise pour ne pas perdre mes racines. Et à mon arrivée, je dirais mon amour pour le Cameroun s'est décuplé. Ah, ok. Si on peut le dire comme ça, parce qu'au Cameroun, exactement. Au Cameroun, je vais dire, j'étais un peu, je m'en foutiste. Mais lorsque je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que je prenais tout à cœur, même la politique
la politique, je m'en foutais au Cameroun. Je disais, ça ne m'intéresse pas. Je suis arrivé en France. Je suis devenu un activiste. J'ai découvert mon côté militant. J'étais choqué par moi-même et c'est l'une des choses qui m'a le plus surprise. Et oui, au niveau culinaire aussi, je cuisine constamment les plats camerounais. Ok. Et j'essaie aussi d'adapter mes amis de Dauphine à être des mini camerounais et si possible intégrer, avoir la nationalité si possible. Donc, La nationalité du continent, comme du vous continent, bien Voilà. évidemment. Tu fais du ndolé? Bien évidemment. dites. Ouais, j'avoue, tu fais quoi comme plat camerounais? Un peu de tout, des plats traditionnels, du ndolé, le héros. Le héros, c'est bon. C'est trop très bon. très bon. Ça cale, hein, par contre. Ouh là là, Trop tu peux bon, pas trop marcher bon. après. Hein. Du héros, le Pardon. poulet DG, un peu de tout. La sauce d'arachide connue sous le nom du mafé. Connu sous le nom du mafé ou le mafé? Le mafé, on va dire, pour éviter les drames. Quoi d'autre? Beaucoup de mets dont le nom ne me viennent pas en tête maintenant, mais si vous Tellement voulez, qu'il sait en cuisiner, Voilà. quoi. si vous voulez découvrir, je pourrais vous en faire si vous voulez. Ah, Ben, on veut va bien. retenir. Hein. Moi, j'aimerais juste savoir, du coup, cette habitude de cuisiner que tu as pris, tu l'as pris en venant en France ou tu cuisines au Cameroun en fait? Très bonne question, parce qu'au Cameroun, je ne savais rien faire, Ah ok. rien du tout. Je suis le dernier né de ma famille, donc et en plus un garçon. Il faut savoir qu'en Afrique, il y avait cette mentalité à l'époque de les hommes n'entrent pas à la cuisine. Donc j'ai grandi avec ça. Je me disais, j'ai pas besoin d'apprendre à cuisiner. Mais lorsque j'ai obtenu mon visa, ma mère me disait, tu vas vivre seul. Donc commence déjà à t'habituer. Elle m'apprenait à faire des œufs. Donc en quittant le Cameroun, la seule chose que je savais faire, c'était des œufs et des pâtes. Ok, même omelette, tu savais pas faire de Non. pâtes. Donc, je suis arrivé, j'avais comme compétence Des savoir faire des œufs et des pâtes. Donc, au fur et à mesure, lorsque je voulais maintenant manger, j'avais le mal du pays. Je voulais faire des plats. Je me suis rappelé d'un plat qui est mon plat favori, la banane malaxée. C'est un plat que j'adore et le couscous gombo. Voilà. Donc, le couscous, c'est pas le couscous algérien, juste pour préciser. Oui, c'est oui. la Ou semoule genre. Oui. Oui. en Afrique subsaharienne. Donc, lorsque je voulais faire ces plats, il n'y avait pas ma mère à côté de moi. Donc, je l'appelais, appel vidéo. Formation à distance. Formation à distance, je prenais ma mère pendant 3 heures de temps et elle me guidait du début à la fin. Et c'est comme ça que j'ai appris à cuisiner jusqu'à aujourd'hui. Et je peux me proclamer cordon bleu. Ouh, Oh. ok. Bah, Ok. de toute façon, on va goûter, hein, comme on t'a dit. Bah, En fait, je crois qu'il y a un Masterchef qui est prévu là, non? Ouais, au centre Lasso, ouais. ah J'ai là le droit de là. dire. Juste pour me dédouaner, l'année dernière, j'ai déjà cuisiné pour l'assaut. J'ai fait un poulet brisé, si je ne me trompe pas, Ah, lors de la clôture, Des la dernière assemblée générale. Ah. ok. Et oui, donc vous pouvez prendre le retour des autres. Ok. Et sinon, toi, Tiffany, t'as des plats que t'affectionnes de Madagascar? Alors, moi, le seul que je sais vraiment faire, c'est le poulet coco. Parce que Ok. c'est super simple à faire. Et tout le reste, en fait, il faut chercher des ingrédients un peu plus spécifiques. Parce que c'est des breads, nous, on mange beaucoup de bread. Ok. Donc, Les brettes. c'est des feuilles, enfin, c'est un peu des feuilles, quoi. Tu vois, par exemple, le manioc. Ok. Ouais. Nous, on mange le manioc, mais on mange la feuille de manioc. C'est Ah oui, délicieux, la les feuille feuilles de de manioc. Et en fait, nous, on mange beaucoup ce type-là de feuilles, etc. Donc, Mm. il faut le chercher. Ouais. Et j'avoue, je suis un peu la flemme. Coucou les auditeurs, c'est Fanta du montage. Alors, on a rencontré un petit problème technique, ce qui fait que les plus subtils d'entre vous entendront une différence de son lors de la deuxième partie. Mais ne vous en faites pas, ça ne change rien à la qualité de la conversation. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Du coup, après cette phase un peu culinaire, si vous aviez à citer un vrai défi que vous avez rencontré ici en France, ça serait lequel? Et comment vous l'avez géré surtout? Ok, bah je commence. Moi, je dirais que ça serait le décalage que j'ai pu vivre avec mes parents et entre leur vie, leur réalité et moi, ma réalité en France. Parce que moi, mes parents, ils sont pas venus en France faire leurs études. Ma mère, elle a arrêté les études quand elle avait 15 ans. Mon père, il a fait ses études en fac publique à Mada. Donc, même quitter le pays, en fait, ils l'ont jamais fait, eux. Et c'était un peu ce truc où
Des fois, j'ai des moments où, par exemple, à Dauphine, j'étais très stressée par les examens, mais en fait, ils comprenaient pas pourquoi j'ai stressé pour les examens ou le fait d'être seule, alors que des fois, il y avait des amis de mes parents qui pouvaient m'aider ou ma famille parfois, mais c'est jamais la même chose. Tu essaies d'expliquer une situation, mais ils peuvent pas la comprendre et ils te donnent des solutions quand il y a des problèmes qui sont... Tu sais que c'est pas possible. Ouais. Et en fait, c'est un peu se dire, OK, mes parents vont pas trouver la solution pour moi. Et là, je dois moi-même trouver mes problèmes. Et c'est OK qu'ils comprennent pas aussi ce que je vis, parce que des fois, t'aimerais qu'on te comprenne, mais en fait, ils comprennent pas. Et je pense que c'est un peu de la frustration. C'est de la frustration parfois par rapport à ça. Ok. Je sais pas si j'ai bien expliqué ce que Si, on comprend. Tu étais en quelque sorte la pionnière, en fait, dans ce Bah, truc d'aller étudier à l'étranger. on va dire mes cousins l'ont fait. Oui. Mon frère, lui, il a pas fait d'études, il a fait l'armée, mais il n'est pas resté longtemps. Mm. Mais c'est pas, voilà, c'était pas dans le même contexte, c'était pas la même chose. Moi, je suis restée plus longtemps que mon frère en France. Et c'était un garçon, enfin, Ouais. je pense que les besoins, ils sont différents. Moi, je sais que j'avais besoin que mes parents m'appellent plus, ou peut-être je parlais trop et tout. J'étais en mode, non, mais Tiffany, ça va aller, bois du jus de fruits. Ouais. En mode, achète-toi une centrifugeuse de jus et fais du jus chaque matin. C'est pour ça que l'hiver, ça va pas bien. Ouais. Même l'hiver, ils connaissent pas en soi, tu vois. Oui, c'est ça, en fait. Et Ils ont les pas effets que ça vécu. fait sur le corps. Ouais, Ouais. mes conseils de mon père, c'était d'acheter mes propres fruits et de faire tous les jours, tous les matins, avec une centrifuge de jus, du jus, quoi. Ouais. J'étais en mode, mais à quel moment j'ai le temps de faire du jus frais le matin Surtout quand t'es à Dauphine. dans mon appart étudiant à Dauphine, quoi. Et, tu vois, c'était plus des trucs comme ça où après, au final, j'en rigolais, quoi, parce que Ouais. voilà, c'était ma petite réalité. Une cause des filles. Et toi, Faudel? Et du coup, moi, comme réel défi, je dirais c'est la préfecture. Avec les papiers. Mais merci, j'ai pas eu ça. C'est un problème que la plupart des étudiants étrangers rencontrent. L'étape phare, le renouvellement du titre de séjour. Mon premier renouvellement, en fait, moi, j'ai eu deux défis, je dirais même. Le premier, c'était déjà le travail. Parce que je suis arrivé, j'avais un idéal en arrivant que on trouve le travail facilement en France. Tu arrives, tu déposes ton CV, tu as le travail. J'étais gravement surpris. J'ai fait toute mon année de L1 sans travailler. J'ai eu la chance parce que j'ai quand même eu, on appelle ça l'AVI. C'est l'attestation de virement irrévocable qui prouve justification des fonds qui te permet de subvenir à tes besoins durant ton année. Donc, sans job, sans faire de job, c'était ma première année, ça allait. Mais du coup, pour la deuxième année, il fallait que je prépare la rentrée scolaire. Et pour préparer la rentrée scolaire, il me faut un job étudiant durant l'été. Du coup, durant l'été, je suis venu à Paris en me disant que ici, la terre est plus fertile, l'herbe est plus verte. Mais à ma grande surprise, j'étais recalé de partout. Lorsque j'allais dans des restaurants avec mes CV, on me disait, ça ne vaut même pas la peine de déposer. J'étais choqué, je sortais le matin avec les CV. Rien. J'ai appelé mes amis à chaque fois et comme je disais tantôt, nous, en Afrique, on croit que le travail, c'est donné à tout le monde. Lorsque tu postules, tu as le travail. Donc, mes amis, ils m'appelaient pour souvent, je ne vais pas dire demander de l'argent, mais en croyant que moi, j'ai forcément de l'argent parce que je suis en Europe et je travaille forcément. Et à chaque fois, je disais, ben, je ne job pas et je suis en train de chercher un job actuellement. Et eux, ils ne me croyaient pas parce que dans nos têtes, il y a de travail en France, tu arrives, tu dois trouver forcément un travail. Donc, j'étais gravement surpris par cela et c'était l'un de mes plus gros défis, mais au final, j'ai pu trouver quelque chose grâce à ma soeur qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. C'est ça, en fait. Et le piston, donc, c'est ça qui m'a permis d'avoir mon premier job. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai connu maintenant mon renouvellement la même année de titre de séjour. J'étais à la préfecture de Lille. J'ai fait ma demande de renouvellement. Ils m'ont demandé tous les documents nécessaires. J'ai donné les documents. Mais à ma grande surprise, 2 mois après, j'ai pas de titre de séjour. J'ai pas de nouvelles de la préfecture. J'ai trouvé un job entre-temps à Lidl. On me demande mes documents. J'ai pas de titre de séjour. Qu'est-ce que je fais? Je fais des mails. On me donne une prolongation. Une prolongation, c'est 3 mois. Donc, ça veut dire chaque 3 mois, je dois refaire des mails à la préfecture pour avoir un document. Pendant ce temps, au travail, on te met la pression chaque jour. Donc, j'ai la prolongation, je travaille 3 mois. 3 mois après, on me demande au travail, où est ton titre de séjour? Je vais vers la préfecture à chaque fois, je veux le titre de séjour. Des fois, ils mettent du temps pour te répondre. Et une fois, je suis même allé au travail, on m'a demandé de rentrer parce que j'avais pas de titre de séjour. Donc, je pense que c'était
quelque chose de très compliqué. C'est une situation que je ne souhaite vraiment à aucun étudiant de vivre. C'est une pression, vraiment. Je ne sais pas. Tout peut bien se passer pour toi, Ouais. mais au niveau de la préfecture, ça peut te gâcher ta vie. Il y en a qui font des dépressions et Ouais. je comprends souvent pourquoi. Et c'est un réel défi pour les étudiants étrangers que les préfectures essayent d'améliorer. Surtout qu'on sait qu'en plus, en ce moment, c'est d'autant plus chaud, en fait, pour avoir ces types de Effectivement. séjours, ces papiers d'identité. Effectivement. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, moi, je connais personne qui a pas eu de problème avec la préfecture, hein. Tous mes amis malgaches qui n'ont pas la double nationalité Ouais. comme moi, tout le monde est comme toi. On m'a dit exactement la même chose. Mais comme on dit souvent au Cameroun, il y a des chances. Tu vois? Par Ouais. exemple, moi, ma deuxième demande de renouvellement, j'ai pas eu ce problème. Mais actuellement, pour la troisième, je rencontre encore le problème. Par exemple, ma deuxième demande de renouvellement, ça a été très rapide. J'ai eu 2 ans. J'étais choqué moi-même. Je me suis dit, 2 ans. Ils m'ont donné 2 ans sans que j'ai une demande de 2 ans. Donc, c'était simple. Et la troisième année, là, j'ai fait une demande de prolongation. J'ai pas de retour depuis 2 mois. Et le truc, c'est que bientôt, ils ne prennent pas ça en compte. Si tu dois t'inscrire dans une université, si tu Ouais, dois c'est trouver du loin, hein. travail, donc autant de choses. Moi, j'ai une amie, elle était en alternance. Elle a dû Oui, arrêter. et Pendant alors, un mois, ils l'ont effectivement, stoppé. Ils lui ont dit exactement. non, tu peux pas venir parce que t'as pas tes papiers. Ah ouais. Tu vois, ben, t'es en pression et tout, je sais pas. Et Ouais. je dirais, c'est les deux plus beaux défis de travail et la préfecture. Bon, pour essayer de se diriger vers quelque chose d'un peu plus positif, qui donne un peu plus d'espoir, est-ce que vous vous rappelez d'un moment où vous vous êtes vraiment dit, OK, là, j'ai trouvé ma place. Genre là, je suis bien. Hmm. Moi, je pense que c'était après 3 ans, je dirais la troisième année en France, Ok. où j'avais fêté mon anniversaire après 3 ans et j'avais réuni des gens. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, j'avais des amis et que j'avais un nouvel entourage et que j'étais entourée. Et c'était en mode, c'est là où je me suis vraiment dit, en fait, j'ai construit une vie aussi ici. Et c'est ça qui m'a fait me sentir plus chez moi en France, on va dire. Ok. Et toi, Faudel? Moi, je dirais c'est en Master 1. En Master 1, pourquoi? Parce que c'est l'année où j'ai pu avoir une vie sociale. Après 3 ans, quand même. Après 3 ans en France, Mm. effectivement, c'est PDA. PDA et mes amis que j'ai découverts en L3. Donc, moi, j'avais un cadre de vie. Au Cameroun, j'étais guidé par mes parents. C'était école, école, école pendant les périodes d'école. Donc, je ne savais pas, je mêlais les deux, l'école et avoir une vie sociale. Donc, durant toutes mes années académiques, je ne savais pas c'était quoi, après les cours, faire une autre activité. Alors, pour moi, c'était école, Maison. maison, c'est ça. École, maison. Donc, en Master 1, je me suis donné la chance et l'occasion de pouvoir profiter. Et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit vraiment, là, je me sens à ma place et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai une attache particulière avec Dauphine parce que c'est l'université où je me suis le plus ouvert et on va dire, j'ai vécu comme un jour au Cameroun, j'ai vécu à fond, j'ai profité à fond. Et du coup, s'il y avait un étudiant ou une étudiante camerounaise ou malgache qui devait venir en France, ou même africaine au sens général, quel conseil vous lui donneriez? En conseil, je pense que c'est de pas partir en idéalisant trop le Oui. départ et l'arrivée, parce que tu finis par être déçu. Je pense qu'on a tous été déçus. Enfin, peut-être il y a des chanceux qui n'ont pas été déçus, je sais pas. Mais que il faut s'accrocher, que c'est dur au début, d'être loin en fait de sa famille. Il faut s'accrocher, il faut garder en tête pourquoi est-ce qu'on est parti. Je pense qu'il faut toujours se rapporter au pourquoi et on sait pourquoi est-ce qu'on est venu, qu'est-ce qu'on est venu chercher en France. Et que c'est une expérience qui fait grandir. Ouais. Moi, je pense que ça m'a beaucoup fait évoluer en tant que personne, être indépendante, très autonome. Comme je dis, moi, je savais rien faire avant de partir. Je savais pas m'occuper de moi-même et tout. Et là, maintenant, je me dis, je peux partir n'importe où. Je sais comment. Enfin, je suis partie une fois, je peux partir 2 fois, je peux partir 3 fois. Et c'est quand on se met dans des situations inconfortables qu'on se connaît plus et qu'on apprend plus à se connaître et à se challenger. Et c'est important dans la construction, je pense, de sa personne. C'est vrai. À refaire, je le referai. Euh,
tout pareil. Copie. Non, non, mais j'ai des trucs à rajouter, mais effectivement, ne pas trop idéaliser, ne pas venir avec l'expérience des autres, ne pas se baser sur l'expérience des autres en venant parce que, comme tu as dit, il y en a pour qui l'expérience peut être positive, il y en a pour qui ça peut être négatif, je crois. Pas trop les réseaux sociaux. Effectivement, Les donc réseaux sociaux. Ouais. chacun a son expérience, venir et vivre ton expérience. Et un point aussi sur le côté académique, ne pas trop se mettre la pression, parce que moi, c'était un truc durant, comme j'ai dit, jusqu'à mon M1, je me mettais énormément la pression sur les études parce que je ne voulais pas décevoir les parents, je voulais avoir le meilleur, les meilleures notes. Je me mettais énormément la pression et ça engendrait souvent des choses qu'il ne faut pas et entraîner des trucs qu'il ne faut pas non plus. Donc, je dirais, ne te mets pas la pression, fais tes études, tu es venu pour un objectif précis, tu vas jusqu'au bout. Les échecs, ça arrive, les erreurs, ça arrive. Ça ne fait pas de toi pour autant un moins que rien ou un nul. Donc, tout le monde tombe, mais faut savoir se relever après. Et vas-y, vis à fond ton expérience et parce que le temps passe. Et après tes études, tu pourras plus profiter à 100%, je dirais. Donc, C'est vrai. profite au maximum. Fais l'école, mais profite aussi. Ok, de Le très temps bons passe conseils. vite. Très vite. Le temps passe très vite. Mais Ça fait 5 5 ans. ans. Ça fait 5 ans. Effectivement. Je me disais 5 ans, c'est dans 100 ans, mais Ouais. 5 ans, je me rends compte que j'ai terminé et je n'arrive pas à y croire. Et donc, maintenant, pour la suite, où est-ce que vous voyez, est-ce que vous envisagez un retour au pays, une carrière à l'international, ou tout simplement continuer l'aventure ici? Moi, je suis actuellement en césure. Oui. Donc, voilà, je fais des stages plutôt en France là, cette année. L'année prochaine, je fais mon M2 à Dauphine. Et après, je pense, j'envisage peut-être de rester un petit peu au début ou d'aller à l'international parce que je suis en management international. Donc, Ouais. un peu logique que j'aille un peu plus loin. Mais après, sur du long terme, c'est vrai que moi, je rêverais de pouvoir rentrer. Ok. Mais encore une fois, ça dépend tellement de choses, enfin, de circonstances, de contexte économique, politique. Voilà, bah, par rapport même à ce qui se passe en ce moment dans mon pays. Là, si j'ai envisagé de rentrer, impossible de rentrer maintenant, quoi. Ouais. Donc, dans 10 ans, j'aimerais bien rentrer. C'est précis, hein, dans 10 ans. Ouais, enfin, je me dis une dizaine d'années. Une Ok. dizaine d'années, ouais, certaines. Moi, de mon côté, il y a une phrase que tout étudiant étranger passant par Campus France répète toujours. Après mes études, je compte retourner dans mon pays pour mettre en application tout ce que j'ai appris, mes compétences pour développer mon pays. Donc, moi, je compte effectivement appliquer mes dires et tenir ma promesse et ma parole. Mais sauf que on ne rentre pas au Cameroun sans se préparer. Donc, je dirais, je me suis donné un certain nombre d'années lorsque je suis arrivé en France, 5 ans pour mes études et 5 ans pour me préparer et retourner au Cameroun pour vivre ma vie au Cameroun et peut-être après me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est l'objectif. Et je dirais, c'est ça actuellement ce que je vise. J'ai 5 ans, je me donne 5 ans sur le territoire et après je compte retourner au Cameroun. Ok. Non, et je rejoins Faudel sur ça. C'est que si tu veux rentrer, ben, ça se prépare en fait. Tu rentres pas sans rien. Moi, je sais que si je rentre, c'est pour ça que je me suis laissé plus de temps. Je me dis, bon, c'est pas. Ouais. C'est plus pour me dire, qu'est-ce que je fais en fait? Si je rentre, c'est pour faire quoi? Parce que tu rentres pas pour te dire, Ouais. forcément, tu vas travailler pour quelqu'un, tu vas être dans une logique plus Exactement. entrepreneuriale. Ouais. Donc, c'est, voilà, prendre le temps d'y réfléchir. D'accord. Bah, franchement, c'était un échange super stimulant et super intéressant. Merci beaucoup Tiffany, merci beaucoup Faudel. Et bah, pour nos auditeurs, on se voit pour un prochain épisode dans Saouti PDA. Trop bien. Merci beaucoup. Merci.